3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Et Thibaut Prébet qui est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Je le disais, la séquence devant nous est chargée avec les résultats d'entreprise, la partie microéconomique, la macro, le PIB US à suivre cette semaine pour le 4e trimestre et le retour des banques centrales. Enfin, le retour. Evelyne, je crois que tous les banquiers centraux européens ont eu l'occasion de s'exprimer la semaine dernière, notamment à l'occasion du Forum économique de Davos. Certains ont même parlé plusieurs fois. Je crois que Christine Lagarde a dû s'exprimer au moins 4 ou 5 fois sur l'ensemble de la semaine. Et il semble quand même qu'au cœur du Conseil des gouverneurs se dégage le mois de juin comme étant un horizon pour la Banque centrale européenne à ce stade. Pourquoi ce calendrier et qu'est-ce qui empêche peut-être le Conseil des gouverneurs de former un consensus pour une baisse de taux avant cet horizon du mois de juin ? Oui, le mois de juin semble être ce qui émerge maintenant, avec peut-être quelques petites préférences d'attendre encore plus longtemps. On peut s'imaginer certains grands pays de la zone euro. Oui, voilà, je parlais bien du consensus au cœur du Conseil des gouverneurs. Il y a toujours des outliers, effectivement. Ouais. Après, pourquoi ce retard ? Puisque la BCE veut vraiment s'assurer que les données de la croissance salariale et de l'inflation interne à la zone euro commencent à ralentir plus que ce qu'on a déjà vu. Donc du coup, on a vraiment une banque centrale qui a aujourd'hui une préférence d'attendre plutôt un peu trop longtemps pour être vraiment sûr qu'on retourne à 2%, voire en dessous, par rapport à un scénario où il baisserait les taux peut-être un peu trop tôt et aurait le risque de peut-être avoir une inflation un peu plus élevée, encore plus durablement. Maintenant, est-ce que les données soutiennent un tel scénario ou soutiennent ça ? On dirait plutôt non. Donc, il s'agit vraiment juste de la communication de la Banque centrale. Ils veulent attendre. Ce n'est pas les données qui leur disent d'attendre. Quand on regarde l'inflation à séquence un peu plus élevée, donc du coup, les choses comme l'inflation instantanée, où on amplifie la tendance récente, ou enfin, tout ce qui est la variation mensuelle en ajusté pour la saison, même certains sous-composantes qui sont très intenses en consommation interne, on a une perte de dynamique qui est quand même très prononcée. Il y a un momentum très fort de désinflation. En gros, oui, de désinflation très prononcée. Donc, du coup, ça a fait un cap vers la baisse cet été, plutôt instantané. On est descendu quand même beaucoup. Et là, ça se continue et ça se reflète quand même dans beaucoup de composantes. C'est non seulement une histoire de biens, c'est vraiment une histoire de services. Et on commence à voir aussi un certain plafonnement dans les hausses, dans la hausse de la croissance des salaires, voire même une baisse, un ralentissement dans certains indicateurs dans la croissance des salaires. Donc du coup, d'un point de vue politique monétaire, c'est osé d'attendre jusqu'en juin. Mais bon, voilà, on a affaire avec une banque centrale qui nous a dit qu'ils vont aller très loin dans les hausses de taux. Et voilà, on en a une qui nous dit qu'ils vont attendre très longtemps jusqu'à ce qu'ils commencent le cycle de baisse. La bonne nouvelle, s'il faut en retenir une, c'est que je comprends que d'ici le mois de juin, ils seront rassurés par un certain nombre de données dures qui confirmeront ce que les indicateurs haute fréquence envoient comme message aujourd'hui, c'est Evelyne. ce que tu appelles une bonne nouvelle, mais oui, ils auront très probablement... Non, mais c'est que pour ceux qui imaginent que la baisse des taux pourrait venir encore plus tard que cet été, cet été, il y aura quand même tous les éléments pour garantir une confiance suffisante au sein du Conseil des gouverneurs. A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui. On voit déjà des indicateurs qui seraient compatibles avec une baisse de taux déjà aujourd'hui. L'été prochain, on devrait avoir beaucoup plus de certitude encore. Après, il y a la question suivante, c'est est-ce qu'on a attendu trop longtemps et est-ce que l'inflation va descendre en dessous des 2%. Pour nous, c'est le scénario de base. Donc 2025, nous, dans nos prévisions, on a 1,4 sur l'inflation. D'inflation globale, zone euro, en moyenne sur 2025. Voilà, c'est ça, inflation totale. Sous-jacent est un tout petit peu plus élevé, mais on est en dessous des 2%. Et donc la question se posera à ce moment-là, qu'est-ce que la BCE va faire ou va pouvoir faire pour que l'inflation ne se stabilise pas à nouveau en dessous de la cible. Ça veut dire qu'on va passer d'une séquence où les banques centrales vont recalibrer leur politique monétaire pour accompagner le mouvement de désinflation, et certaines, la BCE peut-être, se retrouveront ensuite dans une séquence où il faudra peut-être soutenir à nouveau l'inflation. Peut-être.
ils vont probablement faire pause l'année prochaine, parce qu'eux, ils pensent, et le taux neutre en zone euro, selon eux, c'est à 2%. Mais ça serait supérieur à ce qu'on avait en 2019. Il n'y a pas vraiment de raison structurelle pour laquelle l'économie est dans un meilleur état aujourd'hui qu'en 2019. Donc, ils vont probablement devoir continuer à baisser une fois qu'ils ont fait une petite pause à leur estimation actuelle. Il faudra aller plus loin dans les baisses de taux. Il faudra probablement aller plus loin. Thibault, comment vous regardez ce calendrier des banques centrales ? On parle de la Banque centrale européenne notamment. Est-ce que son risque est toujours de couper trop tôt plutôt que trop tard ? Le problème, c'est qu'on peut toujours essayer de dire si elle a raison ou pas, mais c'est vrai qu'à la fin, on a surtout besoin d'essayer de savoir ce qu'elle va faire. Nous, on constate qu'en fait, le marché n'anticipe pas tellement l'inflation. On l'a vu, puisque l'année dernière, on savait que les mois de septembre-octobre étaient des mois d'effet de base énormes, et qu'à fin octobre, l'inflation, d'un coup, allait redevenir supportable. Et le marché s'est envolé à partir du moment où ça a été le cas, alors que ce n'était pas particulièrement surprenant. On savait aussi que sur janvier-février, il y avait des effets de base qui étaient difficiles, donc il n'y avait pas tellement de momentum pour que l'inflation continue à rebaisser. Par contre, sur mars, avril, mai, on a toutes les renégociations alimentaires de l'année dernière qui sortent, qui ont peu de chances d'être à nouveau sur des hausses de prix, ne parlons même pas de fortes hausses de prix. Et donc, le scénario sur lequel on perdrait 1,5, peut-être pas loin de 2 d'inflation, cette séquence, elle existe. Donc on sait que si la BCE veut attendre, il est vraisemblable qu'une fois cette séquence terminée, et donc à la réunion de juin, il n'y a plus aucun argument pour ne pas baisser les taux. Et donc cette logique qui est de dire que juin, c'était probablement le plus tôt il y a 3-4 mois, c'est probablement aujourd'hui le plus tard, est quelque chose qui a une cohérence. Et le switch s'est fait en décembre, où le premier mois d'effet de base négatif s'est en fait avéré avec une inflation européenne encore plus bas que l'année précédente. Donc là, on a eu un petit rebond sur les chiffres de début janvier, mais c'est vrai qu'on voit bien que la BCE disait d'abord, on va parler que de l'inflation normale, puis que de l'inflation sous-jacente, puis la mensuelle est trop élevée, puis mais maintenant c'est l'annuel qui est trop élevé. Et puis une fois qu'on aura fini les effets de base, le rythme sur les derniers mois, il est absolument pas trop élevé, donc on voit pas très bien la crise énergétique, on voit qu'on est très loin d'avoir une envolée des cours, donc on voit pas très bien la composante qui reste. Donc on peut toujours te dire que structurellement, on peut avoir un peu plus d'inflation que par le passé pour des raisons de transition ou autres. On peut dire ça. La difficulté, c'est que l'inflation historique en Europe, elle est autour des 1,5. Et donc même si on atterrit un peu au-dessus, on peut très vite être dans la zone de confort. Alors que aux États-Unis, on était plutôt sur des équilibres à 2, 20. Si on se dit qu'il y a 0,5 de plus structurel, là on sera pas tellement plus bas parce qu'on n'est déjà pas si loin. Donc on voit qu'en fait, en Europe, on peut encore assez vite retomber en zone de confort. D'autant plus si on avait même des baisses de prix alimentaires. Aux États-Unis, ça va être un peu plus long, surtout que leurs indicateurs sur la partie IMO sont un peu douteuses. Et donc c'est vrai que l'idée de dire la Banque centrale a envie d'attendre, donc peut-être que le marché allait un peu vite, ce sera peut-être plutôt avril-mai que mars ou juin, peut-être. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a du mal à voir en juin comment il pourrait trouver un argument pour ne pas baisser ses taux. Et là où c'est compliqué en scénario de marché, c'est que le marché a envie de voir les taux baisser, mais on peut se dire que plus ils attendent, plus ils les baisseront fort, ce qui est peut-être au final, compte tenu des manières de fonctionner du marché, quelque chose qui sera préférable. Donc, pas très clair de savoir ce qu'il va falloir faire ou ce qui va se passer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la marge de manœuvre donnée par les niveaux d'inflation publiés aux banques centrales, en particulier à la BCE pour garder des taux aussi élevés, va être de plus en plus faible. Ouais. Bon, calendrier des banques centrales, donc 25 janvier pour la BCE. Ensuite, on a une réunion le 7 mars avec les nouvelles projections. Le 11 avril, meeting un peu intermédiaire. Et puis ensuite, la réunion du 6 juin, précisément, pour la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que gérant action, notamment cette perspective de baisse des taux? Et où est-ce que vous placez la question du timing, du calendrier, dans l'importance que ça peut avoir? C'est vrai que là, on parle depuis tout à l'heure de la BCE, mais ce qu'il faut regarder, c'est la Fed. Parce que Christine Lagarde, on l'aime bien, mais de toute façon, elle ne fera rien avant la Fed. Et clairement, le marché attendait une baisse de taux de la Fed en mars, ça va peut-être être décalé, peut-être à mai ou juin. Donc, il n'y a pas de doute sur l'idée que la Fed baissera ses taux avant le 6 juin, réunion de la Banque centrale européenne. Oui, ça sera fait certainement avant, peut-être, mais voilà, après, le marché l'a complètement maintenant anticipé, parce que de toute façon, les États-Unis ne peuvent pas garder des taux réels aussi élevés. Vous avez vu les taux à 5,25, 5,50 avec une inflation qui est en train de chuter. Les taux réels sont beaucoup trop élevés par rapport à une croissance qui ralentit. Donc là, on va voir jeudi les chiffres du PIB. Normalement, il doit être autour de 1,9, 2%. Ce qui sera certainement la croissance pour 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consensus attend que 0,9, 1% de croissance des États-Unis en 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la désinflation qui est en cours, ça va redonner du pouvoir d'achat réel pour le consommateur américain, plus des années électorales où ils vont redonner encore des trucs budgétaires. Donc, nous, on peut s'attendre à 2% de croissance aux US, qui est à peu près en ligne avec l'inflation. Donc, l'équilibre, ça serait parfait. Donc, voilà. La Fed va le faire. Évidemment, comme je suis assez en ligne avec vos arguments, la BCE, de toute façon, elle va suivre. Elle est toujours, c'est une suiveuse. Elle a beau gesticuler, ça suit. Mais surtout,
ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont dit ça allait trop vite au mois de novembre-décembre sur les taux, ça a été anticipé. Donc oui, peut-être... Ça devenait contre-productif. C'est-à-dire dans le langage, dans le logiciel des banquiers centraux, voir les conditions financières s'assouplir très fortement avec les taux longs qui baissent, les marchés actions qui remontent, à un moment, ça devenait un challenge pour eux. C'était un peu un challenge. C'est vrai qu'on regarde les conditions d'amélioration financière de Goldman Sachs, c'est vrai qu'il n'y avait jamais autant de conditions d'amélioration sur le mois de décembre. Néanmoins, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que je vous rappelle que normalement, les taux longs commencent à baisser une fois qu'il y a une pause dans la hausse des politiques des banques centrales. La hausse, je vous rappelle, c'est au mois de juillet pour la Fed. Et qu'est-ce qui s'est passé entre juillet et novembre? Les taux sont passés de 4 à 5. Donc en fait, on a juste corrigé les excès de... Ça serait absolument pas normal. Rappelez-vous, c'était les funds qui étaient short duration. Il y avait beaucoup d'éléments techniques qui avaient expliqué ce fameux 5%. On a corrigé l'envolée des taux. Et on a corrigé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément un excès. Le début d'année... Bon, là, ce qui est normal, tous les banquiers centraux ont recalibré peut-être plus pour juin plutôt que mars. Donc les taux ont remonté. Mais nous, clairement, si la dette américaine de 10 ans US remonte à 4,20, là on est à 4,13, clairement on revient acheteur. 2,40 sur le Bund, on revient clairement acheteur. Et c'est pour ça qu'on reste très positif sur On a vu la limite là sur les taux longs désormais. Ah, clairement, 4,20 sur le marché, on ne reviendra jamais. Il faut jamais dire jamais. 5, on avait vu 5 oui, sur 5, ça a duré 2 jours, voilà, il fallait y aller. Bon. Et voilà, c'est vrai que Bill Gross, rappelez-vous, et Bill Ackman au T4 avait dit c'est bon, moi 5, je me découvre. Là, il a redit, il ne faut pas que la Fed ne tarde trop à baisser ses taux. Exactement. Donc nous, c'est plutôt un scénario Goldilocks. Voilà, le seul problème, c'est que tout le monde a un peu de scénario. Le problème, c'est quand tout le monde l'a, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Donc, c'est l'incertitude. Ouais. C'est le consensus. Comment vous regardez la perspective macro, zone euro, et je veux bien qu'on s'arrête aussi sur l'Allemagne avec vous, Evelyne. Comment l'Allemagne peut sortir de la croissance zéro qu'on observe déjà depuis 1 an maintenant? Comment ils pourraient, avec un stimulus budgétaire qui serait bien mérité par l'économie, comment ils vont le faire? Ils ne vont pas le faire. Donc, on reste dans un scénario de croissance plutôt... Christian Lindner, le ministre des Finances, donc, qui était à Davos aussi, on lui dit l'homme malade, le sick man. Il dit non, pas malade, c'est l'homme fatigué de l'Europe ou le pays fatigué de l'Europe qui a besoin d'une bonne tasse de café. Oui, c'est ça. Mais là, ça commence à être la fatigue un peu chronique, donc du coup, ça devient un peu plus compliqué avec le café seul. Non, enfin, l'Allemagne, très clairement, ils ont plusieurs problèmes. Enfin, on a déjà eu une Allemagne où le manufacturier a été en récession. On a discuté dans le déjà passé, il y a 1 an, hein, bien sûr. En plus, depuis 2018, le secteur manufacturier en Allemagne est en récession. En gros, c'est ça. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, du coup, là, en plus, il y avait un défi de la Cour constitutionnelle par rapport à la façon de laquelle on a interprété la règle budgétaire nationale. De conséquence, on a encore resserré la politique budgétaire pour cette année d'à peu près 1 point de pourcentage. C'est beaucoup. Donc, de conséquence, ça sera probablement une année supplémentaire où l'Allemagne va peut-être pas croître du tout. Nous, on a moins 0,1 dans la croissance. Enfin, disons zéro. Autour de zéro, quoi. Toujours. De zéro. La zone euro, en tant que telle, elle a le même... Enfin, comme on vient de dire sur les États-Unis, on a une baisse de l'inflation. Ça devrait aider le pouvoir d'achat. On est au-delà de l'impact le plus fort du resserrement de la politique budgétaire, monétaire. Donc, du coup, on devrait avoir un peu plus de croissance en zone euro qui va recommencer à partir du printemps à peu près. Mais ça reste une économie où on parle d'un taux de croissance qui est à peine de 0,5 cette année. On a 0,4 dans la prévision pour être précise. Et autour d'1% en 2025. À des niveaux de PIB où on est aujourd'hui, ça reste une économie où on est en dessous de la tendance qu'on avait avant la crise sanitaire, où l'investissement notamment reste bien inférieur par rapport au niveau qu'on avait vu encore en 2019. Donc globalement, ça reste une économie où on a une insuffisance chronique de demande. L'Allemagne est peut-être un peu l'exemple extrême dans la zone, mais c'est un phénomène qui reste pour la zone euro totalement, donc, du coup, enfin, au global. Donc du coup, on aurait vraiment besoin d'une relance quelconque qui nous met vraiment dans une vous dites sans ce déclencheur, et qui passe évidemment par une décision politique à la fin de la journée, Evelyne. Vous dites sans ce déclencheur, un économiste, un macroéconomiste n'arrive pas à voir autre chose que cette croissance très médiocre, voire nulle dans certaines grandes économies comme l'Allemagne. Oui, on a comme économie, comme tout le monde, une petite tendance de se rétablir après un grand choc. Donc, du coup, il y aura une petite dynamique juste
par un effet de rattrapage. Mais pour aller au-delà de ça, il faudrait avoir quelque chose de positif supplémentaire. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce que ce supplémentaire pourrait être. La demande externe ne peut pas l'être. Les États-Unis vont peut-être croître proche de 2%, c'est aussi la prévision de notre équipe US. La Chine est en train de ralentissement structurel, donc du coup on aura plus dans l'avenir ce qu'on a déjà eu depuis 10 ans, donc à peu près 0,5 points de pourcentage de croissance en moins tous les 2 ans. Donc il n'y a rien qui nous stimule. Il n'y a pas d'impulsion externe. Ah ouais. La politique monétaire reste serrée. Elle va certes devenir moins serrée dans l'année à venir, mais elle reste serrée globalement. Et la politique budgétaire ne fait pas plus que l'année dernière. Donc on reste dans un scénario, on retrouve la croissance potentielle peut-être, mais on aura du mal à faire plus. Comment ce scénario macro général se décline peut-être sur le plan sectoriel? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont, là on entre dans la période de résultats micro, qui vont accuser là, un vrai choc négatif de demande désormais? Est-ce qu'il y a encore des secteurs qui sont sous le coup de problèmes d'offres encore aujourd'hui? Est-ce que sectoriellement, il va y avoir une dispersion macroéconomique forte? Oui, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis quelques temps et qui est quand même maintenant bien monitoré. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à des grandes surprises. Ce que le marché recherche aujourd'hui, c'est de voir s'il y a des ruptures de tendance, c'est-à-dire des discours qui changent. Et ça, évidemment, on ne le sait jamais avant. On avait deux thématiques. Sur l'Allemagne, on sait que c'est une économie qui est extrêmement mature, avec une démographie pourrie. On sait que ça finit comme le Japon, c'est-à-dire des pays qui convergent vers zéro de croissance. Donc, on est là. Et donc, le potentiel de croissance de l'Allemagne est techniquement très faible. Donc après, qu'on puisse faire un peu plus ou un peu moins, tous les pays convergent vers ça. Donc il faut malheureusement l'accepter. On voit par exemple que la Chine, avec ses problèmes démographiques, converge beaucoup plus vite que d'autres. Dans ce cadre-là, on a ajouté cette problématique de sous-stockage pendant le Covid, puisqu'on a consommé sans produire, puis d'un surstockage. Et maintenant, on est encore dans une phase de déstockage. Et donc quand vous déstockez, par définition, vous produisez moins. Donc les pays qui sont producteurs sont plutôt plus embêtés que les autres quand vous avez des pays qui, eux, sont consommateurs, qui sont moins gênés. Il n'y a pas de point bas, là, dans ces industries de production. Pas encore. On a quand même vu des indices d'activité, PMI ou autres, qui ont l'air d'avoir touché quand même des points bas. Mais on voit que quand on touche normalement des niveaux d'activité aussi bas, les rebonds sont assez violents, quoi. Là, il n'y a quand même pas grand-chose qui se matérialise qui ressemblerait à quelque chose de violent. Alors on peut aussi parler effectivement du fait que la consommation a quand même tendance de plus en plus à se déporter des biens vers les services et du physique vers le digital. Ce qui évidemment, pour les sociétés allemandes qui restent, malgré tout, la patte manufacturière de l'Europe n'est pas complètement favorable. On l'a vu même aux États-Unis, enfin, des consommations de pétrole qui sont révisées souvent à la baisse, alors que toute la partie service déroule. Donc on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui font que l'Allemagne ne fait pas complètement rêver. La difficulté étant, c'est quand même déjà flagué. On aura probablement, effectivement, comme vous le disiez, un rebond technique à un moment. Et là, il y a quand même beaucoup de choses très déprimées, du secteur auto à d'autres thématiques. Donc voilà, je pense que maintenant, le vrai sujet pour les investisseurs, c'est de voir quels sont les points d'inflexion. Et je pense que c'est ça la quête sur ces résultats. Est-ce qu'on a des points d'inflexion? Soit négatifs sur certains types de secteurs qui avaient un peu le vent en poupe, intelligence artificielle ou autre, soit positifs sur tous les secteurs manufacturiers qui restent assez déprimés. Je pense que ça sera le prisme de lecture de ces résultats. Ouais. Essayer de voir sur des trimestres séquentiellement très dynamiques aux US, pas trop en Europe d'un point de vue économique, si les entreprises donnent une image qui change. Et vous avez des pressentiments par rapport à ça? Vous faites des contacts entreprises régulièrement tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a des points d'inflexion qui vous paraissent plus probables que d'autres? Oui, déjà, on avait beaucoup de séminaires. Louis qui a dû aller lui-même, en parlera mieux que moi, mais il y a beaucoup de séminaires de début d'année. Ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y avait une dégradation manufacturière et économique en Europe qu'on voyait depuis quelques trimestres et que là, on n'a pas le sentiment de voir une nouvelle patte. C'est-à-dire que l'idée que on est peut-être maintenant sur des discours où, face à l'incertitude, les gens ont toujours peur de voir où ça allait plonger, et que là, il semble quand même y avoir un peu moins de propagation des risques, que dans le même temps, il y a eu des excès sur certains secteurs baissiers. Donc voilà, le niveau de confiance, on ne sent pas ce sentiment en Europe d'une catastrophe qui arrive. Après, c'est vrai qu'il y a des secteurs que tout le monde regarde. On peut penser à tout ce qui est lié, par exemple, à l'immobilier, qui a été cataclysmique et où tout le monde attend un peu le point d'inflexion en disant comme ça ne vaut plus rien, il y a peut-être pas mal à récupérer. Donc voilà, il y a pas mal de secteurs qui sont scrutés. Et au contraire, sur tous les services, voir si la dynamique faiblit ou pas. Donc à regarder, nous on aborde ce début d'année d'un point de vue microéconomique plutôt confortable, à voir si ça se prolonge.
Louis, qu'est-ce que vous allez rechercher effectivement Là, dans ces résultats d'entreprise là? C'est assez vrai, surtout si on prend l'Allemagne, comme disait Thibault. C'est que donc j'étais avec une partie de mon équipe au Forum Odo, Bien sûr, qui est la mecque du banque début, franco-allemande aujourd'hui, il faut le dire. Bah oui. qui est le rendez-vous du Bien sûr. début d'année avec beaucoup d'investisseurs et de sociétés. Et c'est vrai que c'est un peu conforté, parce qu'on était aussi au Egan Capital Forum, vous savez, au mois de novembre, ou là en Allemagne à Francfort, où les patrons allemands n'étaient pas si inquiets que ça, qui disaient que le point bas c'était soit là, soit derrière nous. Je me souviens. Là, ça a été un peu ça, confirmé sur le mois de janvier. La consommation n'est pas cata, le T4 était moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est un truc qui est assez nouveau avec les Allemands. On voit que le moral est assez atteint. C'est, je pensais que c'était que pour les Français, c'est le sickness. Vous savez, les arrêts maladie en Allemagne explosent. Ça a déjà commencé au 4e trimestre, donc 2022. Parce que les sociétés de publication disaient « Ah ben non, il était malade, ça n'a pas et tout ». Donc on a vu la société Filman, vous savez, qui distribue comment ça s'appelle, les lunettes. Vous allez directement chez l'opticien, chez la boutique Filman. Et là, ça avait bien commencé en octobre. Novembre, décembre, pas génial à cause, il y avait à la fois les opticiens qui étaient malades et aussi les clients qui étaient malades qui venaient pas. Donc bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les ESN où on nous sort ça, dans les sociétés de staffing où on nous sort ça. Donc c'est un peu tarte à la crème, au moins on revient en effet de base positif. Néanmoins, chose positive, c'est qu'il disait que 2024, avec l'excès d'épargne qu'on a en France, en Allemagne, la croissance devrait revenir bien. Et surtout, chose très positive aussi pour le consommateur, outre le pouvoir d'achat qui revient en réel, c'est qu'on a eu beaucoup de sociétés dans la logistique, dans la consommation, qui sont de nouveau beaucoup plus positifs à partir du 2e trimestre. Parce que là, vous avez dû voir que les négociations sont hyper compliquées avec les supermarchés, ça s'arrête le 31 janvier. Pour la première fois, on va avoir enfin, à partir du 31 janvier, des baisses de prix, beaucoup de promotions. Donc c'est bien, ça va refaire partir le volume. Donc les sociétés de logistique, les Steph et ID Logistique qui souffraient depuis 4 trimestres en France, ça va repartir. Il y a pas mal de sociétés, on parlait de l'immobilier encore, on a vu des grossistes comme Thermador qui disent oui, encore le T1, il y a l'effet prix négatif, l'effet volume négatif. Normalement, T2, ça stabilise. Et très bon S2. Donc on ressort de là assez positif, en disant que le point bas, c'est soit T3, T4, soit T1, notamment les ESN. Donc on a vu, vous savez, les mini-cap Gemini, ça ne tente pas encore à grand-chose au T4, mais pour la première fois, ils sont revenus en recrutement net. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle tout le temps un peu de l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous, ça fait quasiment plus 6-9 mois que les banques ont couper les investissements dans ce type de société. Et l'investissement dans l'intelligence artificielle pourrait faire que les banques, ça a été conforté notamment par une société comme Infotel en disant que ça y est, les banques qui a tout coupé reviennent. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour le secteur. Donc, les dépenses d'investissement des banques ont été coupées depuis et donc, le T2. Et donc il y a un potentiel de retour de ces dépenses. Donc dès le T2, on revient sur des effets positifs. Donc très positifs pour tous les sociétés donc, de logistique, de consommation, même d'immobilier avec les taux, parce que pour nous, notre thématique, c'est de penser que les taux vont baisser. Donc tout ça, c'est des choses assez positives. On n'a pas vu de trucs vraiment très très noirs. Toujours faire attention évidemment aux sociétés qui sont très endettées, où il y a un mur de la dette de refinancement qui arrive. Mais demain, on a le chiffre des PMI. En Europe, ils vont pas être géniaux, mais au moins, ils vont se stabiliser sur un point bas, ça va un tout petit peu remonter, etc. Donc vous savez comment on connaît l'adage, il faut acheter quand les PMI, en tout cas les cycliques, quand les PMI sont bas et quand ça réaccélère. Donc nous, on reste plutôt très optimiste sur, je comprends. sur ce pro-cycle même. Pro-cycle sur tout cet environnement Mittelstadt ou petite société européenne. Est-ce qu'il faut imaginer, Evelyne, effectivement, derrière la toile de fond macro que vous avez décrite, des dispersions sectorielles importantes, des secteurs qui vont pouvoir retrouver de la dynamique significative, d'autres qui vont peut-être s'essouffler. Et puis je voulais bien qu'on dise aussi un mot des négociations salariales en Allemagne, notamment, sur quelle base est-ce qu'elles vont s'engager? On s'attend quand même à une croissance. Donc, pour revenir au sujet, c'est pas qu'on croit que la zone euro va s'effondrer. Non, pas du tout. On commence à croître à un niveau, à une dynamique qui est relativement faible. La consommation également en zone euro devrait reprendre. Quelle hypothèse vous faites sur le stock d'épargne? Ça m'intéresse. Alors, le stock d'épargne, c'est un grand sujet parce que pour nous, le stock d'épargne accumulé pendant la crise Covid, 2-3 ans plus tard, je pense qu'on peut se mettre d'accord que c'est probablement du patrimoine maintenant. C'est plus de l'épargne, c'est plus de la surépargne. Là, on parle plus de la surépargne. Bon. Et en fait, il y a une grande différence entre les États-Unis et la zone euro, encore une fois, qui est qu'aux États-Unis, on voit quand même, il y a une partie de cette épargne qui a été faite pendant les mois de confinement qui a été dépensée
Or, en zone euro, le taux d'épargne des ménages reste supérieur à la moyenne d'avant-crise. Donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est du T3 maintenant de l'année dernière. On était à un taux d'épargne d'à peu près 14%. C'est 2 points de pourcentage supérieur à ce qu'on avait avant. Donc, non seulement on ne dépense pas l'épargne qu'on a accumulée, en plus, on continue à épargner. Ça, c'est à peu près compatible, au moins aujourd'hui, avec le niveau de confiance des ménages qui a comme fait un ajustement niveau vers la baisse. Bien sûr. Et donc, du coup, là, la chose qui nous préoccupe, c'est on part tous dans nos scénarios de croissance sous l'hypothèse que le consommateur va recommencer à croître avec un peu plus de dynamique, qu'on a certes des gains de pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui baisse, à cause de la croissance salariale qui a repris quand même, et sous l'hypothèse qu'il y aura un ajustement de taux d'épargne vers des niveaux un peu plus normaux. D'accord. Donc on n'a pas... Voilà. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une hausse des niveaux de prix qui est assez considérable, surtout en énergétique. Le gaz est revenu un peu, mais quand même on a pris un oui, il y a eu des paliers sur les prix, bien sûr. Et donc du coup, ça fait un choc sur le revenu réel disponible à long terme, sur l'anticipation de revenus disponibles, qui fait que peut-être on a un ajustement un peu plus durable dans le taux d'épargne. Et dans ce cas-là, on pourrait tous se trouver trop optimistes sur notre hypothèse de croissance du consommateur. Ce n'est pas le scénario de base, encore une fois, mais c'est un risque. Voilà. Et donc, du coup, parler de la surépargne qui va être dépensée en zone euro, même la BCE a maintenant publié la recherche juste avant les fêtes, là, que probablement c'est vraiment du patrimoine maintenant, donc on ne s'y attend plus. Mais là, il faut aller au-delà de ça, il faut un peu réfléchir qu'est-ce qui se passe si vraiment on reste à des taux d'épargne qui restent supérieurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que partant de ces niveaux-là, c'est compliqué d'imaginer aussi que les taux d'épargne continuent de monter quand même. Augmenter, non. Et là, il faudrait que le taux d'épargne se normalise d'être des niveaux qui restent élevés. Et le peu de normalisation qu'on avait vu en début de 2021, 2022, c'était au moment qu'on avait la première flambée de prix de gaz dans certaines économies, l'Espagne et ou en France, où on avait vraiment eu... c'est à ce moment-là qu'on a vu le taux d'épargne en zone Europe se normaliser, soi-disant, mais c'était suite à un choc sur le revenu les prix de l'énergie. Qui était assez sévère. Bien sûr. Sinon, il y a peut-être un phénomène d'épargne par précaution qui devient un peu plus... structurel. Durable. Durable. Ouais. Sur les négociations salariales, comment est-ce que les choses s'engagent en Allemagne ? En Allemagne en particulier, on voit beaucoup de jolis titres, des gigantesques négociations salariales, des demandes stratosphériques et des accords qui sont importants. Ce que je trouve intéressant quand on regarde la série de la Bundesbank d'ailleurs, c'est les salaires, y compris les bonus, sont en train de croître de façon assez conséquente, mais c'est les salaires de base, donc quand on exclut tout ce qui est prime à l'inflation et compagnie, sont à peine à des niveaux de croissance qu'on avait en 2019. Donc du coup, ça, c'est une dichotomie qui est assez prononcée. Ça fait quand même un élément transitoire au salaire. Et donc, pour revenir à la BCE en mois de juin, d'ici juin, on a peut-être un peu plus d'évidence qu'effectivement, cette croissance salariale qui aujourd'hui se fait à travers des primes ne se ferait pas tous les ans pareil et à la même magnitude et ne va pas se traduire dans les salaires de base nettement supérieurs. Oui. Il y a des effets one-off de ce point de vue-là. Des effets transitoires. Et toujours le rattrapage. Sur les marchés, je veux bien qu'on dise un mot de la situation alors de record permanent sur le marché américain. Non, ça vous intéresse pas ? Record permanent, c'est un terme un peu fort. Tu veux dire un peu historique ? Ouais. Moi, je me dis que c'est record permanent, c'est quand ça monte tous les jours et que ça fait des nouveaux records tous les jours. Là, on n'y est pas. Depuis 3 mois, c'est ce qu'on vit, quoi. Bon. Oui, non. Alors je sais pas, je vous laisse. Sur le S&P, on a rebattu un record de manière très récente. On est aujourd'hui dans une situation, il ne faut pas oublier qu'on a pris un tel plomb en 22, dans une année qui, par ailleurs, d'un point de vue microéconomique, avait posé strictement aucune difficulté, qu'en fait, on vient d'annuler. Donc, on vient de faire sur 2 ans une variation à 0, ce qui, certes, suit un certain nombre d'années qui étaient bonnes, voire exceptionnelles, mais ce qui, sur 2 ans, est quand même pas non plus totalement prodigieux, puisque je vous rappelle qu'une action, en théorie, a un portage, compte tenu de... Et donc, le fait de faire 0 sur 2 ans, c'est pas non plus totalement bouleversant, et que, à contrario, le CAC 40, lui, sur 2 ans, aura fait mieux. Donc, c'est intéressant de voir que il y a eu un rebond très violent, mais quand un indice comme Nasdaq fait moins 33 sur une année, c'est ça qu'il faut pour revenir aux points les plus importants. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce narratif des US font toujours mieux battre des records. En fait, il valait mieux avoir le CAC depuis 2 ans que le Nasdaq. En réalité, c'est sûr qu'après, il faut quand même voir que ça va après des années de surperformance des US sur l'Europe qui étaient affligeantes pour les gens qui aiment bien l'Europe ou impressionnantes pour ceux qui aiment bien les US. Donc c'est une réalité. Néanmoins,
ce qu'on constate, c'est que tout ça, c'est quand même fait avec beaucoup d'effets valorisation, et qu'aujourd'hui, les marchés US ont des niveaux de valorisation qui, par rapport au marché euro, large cap, sont extrêmes, alors même qu'on a remplacé un certain nombre de boîtes totalement ennuyeuses dans les indices européens d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui. Quand vous achetiez du Orange ou du Alcatel, l'idée que c'était moins cher que les indices US, on comprenait bien la logique. Pour des boîtes qui avaient zéro de Maintenant, on croissance. a SML. Quand votre top 3, c'est Novo, ASML, des boîtes à l'H-Net, des boîtes de luxe, enfin il y a plein de boîtes qui sont des boîtes de croissance et excitantes, l'idée que ça se paye quasi 2 fois moins cher qu'un marché US, ça peut être discutable. Et après, si on passe sur les small qui sont encore beaucoup moins chers, il y a une décote. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a re-rangé les sociétés dans cet ordre qui est finalement assez classique, alors que en termes de croissance bénéficiaire, on n'a plus du tout la logique qui la soutenait, qui était une croissance bénéficiaire des marchés américains extrêmement élevée, qui existe aujourd'hui plus du tout, et des croissances bénéficiaires quasi nulles européennes, qui ne sont pas non plus aujourd'hui la norme. Donc c'est intéressant de voir que, pour l'instant, on a des marchés qui en fait se sont rangés par ordre de liquidité. C'est-à-dire que ceux qui attirent toutes les liquidités ont fait les meilleurs perfs, que ce soit les géants européens ou américains, que ceux qui attirent moins les liquidités, en dernier lieu desquels aujourd'hui la Chine ou les small mid sont au fond du trou. Et donc c'est vrai que maintenant, on peut juste noter que à quel moment ça s'inverse. Les stratégies commencent à revenir. Est-ce que les ingrédients sont là pour que justement on puisse la diversification puisse payer? Déjà, on commence à avoir des flux. C'est-à-dire qu'on a des flux de collecte sur certains thèmes. On l'a sur les small mid, on l'a pas tellement sur la Chine, qui reste encore un truc sur lesquels les gens sont dans les starting blocks en fonction des mesures qui peuvent être annoncées. Mais comme elles sont un peu déliées de 2 jours tous les jours et que l'élection à Taïwan ne donnait pas tellement envie de se positionner avant, il y a eu moins d'intérêt. On voit même des séances comme aujourd'hui où il y a des rebonds assez importants sur certains titres dans des séquences small mid d'un marché qui baisse. Un indicateur intéressant, il va falloir voir où on y va. Mais ce qui était clair, c'est que le temps qu'on retrouve des plus hauts historiques sur les indices américains traditionnels, il n'y avait pas trop d'appétence à aller voir ailleurs. Comme assez souvent, une fois que certains indices sont au plus haut, les gens se disent qu'est-ce qu'il y a d'autre à acheter qui n'est pas du tout au plus haut. Et là, il y a des candidats, et c'est vrai que typiquement, une des grosses interrogations cette année reste la Chine, qui dans les candidats des trucs pas franchement au plus haut historique, est assez bien positionnée et pose donc une question qui n'est pas évidente. Et quand on voit effectivement qu'on en est, après avoir interdit les ventes à découvert, etc., qu'on en est à mettre peut-être 300 milliards sur la table pour acheter directement, faire acheter directement des actions, mais est-ce que c'est la mesure ultime qui peut ramener la confiance nécessaire pour que ce soit quelque chose de soutenable? Ouais, c'est intéressant. Je pense que les mesures ultimes qu'il y a eu pour l'instant, on les a déjà vues. C'est-à-dire que je pense que si la Chine était dit ininvestissable, c'est parce que le fait de prendre une boîte comme Tencent et de mettre une partie de la société dans la poubelle parce qu'on a décidé que l'éducation privée ou le jeu vidéo, c'était pas bien, ça, pour l'investisseur international, c'est quand même un peu problématique parce qu'il n'a pas tout à fait l'habitude. Voilà. On est resté dans une société un peu néolibérale où globalement on touche pas trop, on laisse les gens faire. On va et c'est voir, pas exactement ce que fait la Chine. Et le fait que, par exemple, on ait des relations entre la Chine et l'Europe ou les États-Unis qui est quand même complètement changé de ton, c'était probablement une étape extrêmement importante pour essayer de calmer les choses. Le fait que l'élection à Taïwan, ça a un peu couiné, mais finalement, ça n'a pas changé fatalement la donne, c'est peut-être plus important que le reste. Et après, c'est vrai que le marché a toujours des idées. Voilà. L'idée que le marché sont corrélés au taux, l'idée qu'il y a 3-4 ans, le marché était corrélé qu'au pétrole. Et là, l'idée sur la Chine, c'est qu'il faut du stimulus. Donc voilà, le marché attend ça. Est-ce que c'est intellectuellement ou économiquement le point clé ? Ça peut se débattre, mais le marché attend ça, sachant que on a 3 solutions pour que la Chine reparte. Soit un élément de flux, les gens y retournent parce qu'ils y croient. On a eu ça sur le Japon l'année dernière, il n'y a pas des éléments méga fondamentaux pour lesquels le Japon devait être la star. La deuxième possibilité, c'est qu'on ait fini le surstockage mondial, que donc on retrouve un peu des demandes, ce qui profiterait à la Chine. Ça, c'est plus probable, mais pour l'instant, on peut pas dire que c'est très dynamique. Et le troisième, c'est une stabilisation du marché immobilier chinois, ce qui, avec des effondrements de la population dans les années à venir, est un truc qui est pas complètement simple à voir. Donc je pense qu'aujourd'hui, le marché se dit, le plus simple, c'est du stimulus, donc on va espérer que c'est ça qui vient, et ça, ce sera le go. Et quand il y aura le go, il faut y aller. Je pense qu'on est malheureusement dans quelque chose qui n'est pas beaucoup plus fin que ça, et la bourse est parfois comme ça, donc faut faire avec ce qu'on nous donne. Critiquer en disant c'est pas logique ou pas bien, ça aide pas beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui, le marché est plutôt focus dans ce sens-là. On peut regretter d'un point de vue économiste haut de gamme, c'est pas une finesse. Mais... Et un redémarrage des actions chinoises, ce serait négatif pour les actions japonaises, par exemple, si vous nous dites qu'il n'y avait pas vraiment de raison pour que les actions japonaises montent, si ce n'est que plus personne voulait de la Chine et qu'il fallait trouver un autre pays ou un autre thème en Asie pour mettre un peu d'argent. C'est pareil, le truc de devise, c'est plutôt l'Inde que les gens c'est l'Inde. Avec la Chine, mais effectivement, cette idée qu'à un moment, les gens ne voulaient plus de la Chine, donc ils ont pris d'autres choses. Je veux dire, c'est que faut être quand même assez humble dans notre métier. Qu'on puisse avoir des idées à 5 ans qui marchent, on y arrive globalement
parfois, c'est déjà pas facile. L'idée qu'à 2 mois, on trouvera le point de départ sur la Chine ou qu'on saura ce que ça donne. Prudent à court terme et confiant à C'était quand long même terme. le trait le plus consensuel depuis 2 ans. La Chine s'est fait exploser d'une violence. Donc aujourd'hui, dire on sait exactement quand ce sera, c'est sympathique mais relativement imprudent. Donc je crois qu'il faut accepter l'idée que vu les valos actuels, climat qui n'est pas si détérioré, c'est quand même pas très cher, mais que le point de départ reste quand même encore assez flou. Bon, on a vu le marché réagir à la rumeur ce matin, effectivement, d'une nouvelle action destinée à soutenir les marchés boursiers. Qui achète des small caps aujourd'hui, Louis ? Avant, vous allez voir, Vous voulez parler de la Chine ? Non, pas de la Chine, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est devenu très consensuel. L'Inde, à tous les coups, l'Inde, je vous rappelle, c'est des élections présidentielles et ça va pas être, ça, selon nous, pas faire grand-chose. Donc bon, nous on n'a pas trop d'avis sur l'Asie, mais c'est vrai que peut-être que la Chine, enfin, plus tout le monde a jeté l'éponge, c'est peut-être à ce moment-là que ça va remonter. Mais sinon, je voulais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur le plus haut, la reprise du plus haut historique sur le S&P. Donc quelques petites statistiques croustillantes pour nos téléspectateurs. En quoi c'est des bonnes nouvelles ? Je vous rappelle, ça fait 512 jours que c'était pas revenu au plus haut. Et dans 80% du temps, le S&P en hausse entre 6 et 8%, 6 mois plus tard. Les records sont faits pour être battus. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les gens qui disent c'est au plus haut, faut pas. Au contraire, c'est une très excellente nouvelle. Et une deuxième statistique bien meilleure qui pourrait répondre à vos questions pour les small caps, c'est qu'il est arrivé 3 fois seulement que le S&P revienne au plus haut historique, alors que le Russell 2000, donc l'indice small cap américain, soit encore en bear market, parce que le Russell 2000 est sous les 20% de ses plus hauts, donc ce qu'on appelle un bear market. Et bien ça arrivait uniquement 3 fois dans les années 91, 85 et 99. Et 1 an plus tard, le Russell 2000 avait fait entre 18 et 36%. Donc oublions le Nasdaq et focalisons-nous sur le Russell 2000 pour 2024, c'est ça l'idée ? 100% du temps que ça arrivait, c'était on va dire entre 20 et 30% de hausse. Et une autre stat que nous a donné aussi Berenberg, je vous rappelle que le Russell 2000 a fait son mois le plus fort historique au mois de décembre l'année dernière, et à chaque fois qu'il y a des retours aussi violents à la hausse sur le Russell 2000, le Russell 2000 était 100% du temps en hausse de 15% 1 an plus tard. Donc toutes les statistiques se réalignent aujourd'hui pour acheter des small caps américaines. Et donc, par sympathie, les small caps européennes, on ne va pas en revenir pourquoi il faut en avoir, que ce soit sur les valos à la fois. Non, mais qui en achète ? Thibaut disait qu'il y avait des flux qui revenaient. Qui en achète ? C'est revenu sur les nordiques, c'est sur les small nordiques. Non, mais c'est un peu la question. Est-ce que c'est des particuliers ? Est-ce que c'est des instituts ? Est-ce que c'est du private equity qui vient se servir ? Est-ce que c'est des industriels qui font leur marché ? Qui achète les small caps aujourd'hui ? C'est revenu dans les pays nordiques, en Suède, en premier en novembre, qui a été accompagné après en zone euro. Les fonds de private equity aussi, il y a eu énormément d'opérations sur les derniers mois de l'année. Regardez encore la française des jeux, là, qui rachète Kindred. Tout de suite, bonne allocation du cash, les 2 titres montent, des synergies. Donc ça, c'est une grande thématique très porteuse pour les small caps aussi, c'est les opérations sur capital. Et surtout, ça va repartir. Pourquoi ? Donc là, les gens se disent ça a trop monté, novembre, décembre. Donc là, le mois de janvier, classique, les taux qui remontent, c'est normal qu'il y ait des petites prises de profit sur les small caps qui sous-performent un peu. De nouveau, comme les taux remontés, c'est les magnifiques 7, je vous rappelle, c'est 108% de la hausse du S&P depuis le début de l'année. Mais ça doit un peu souffler. Et depuis 2 jours, fait assez rare, le Russell 2000 surperforme de plus d'1 point à la hausse les autres indices. Aujourd'hui encore, le Russell 2000 surperforme. Donc voilà, ça va repartir. Et je vous rappelle qu'à chaque baisse des taux, s'il n'y a pas de récession, c'est 100% de surperformance des small caps par rapport à large cap. S'il n'y a pas de récession. Donc voilà, donc toutes les étoiles sont alignées. Les statistiques sont aussi avec nous. Donc maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. À votre bon cœur. Je crois qu'après un message comme ça, on est obligé de s'arrêter, Louis, parce que là, sur une note d'optimisme, vous êtes constructif, on l'a compris, là, sur le marché et sur les small caps. Arrêtons-nous là pour ce soir. Merci. Sur le marché global. Et sur le marché global. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette édition de Planète Marché ce soir. Louis Defels, Gay-Lussac Gestion, Evelyne Hermann, Bank of America Global Research et Thibaut Prébet, la financière Arbevel.